bonjour à tous. Bonjour. Mon nom est Christelle Roger et moi je dirige une société qui s'appelle Misseco et qui accompagne des projets pour s'inspirer de la nature pour faire des projets industriels, des objets qui vont s'inspirer des animaux ou des végétaux. Alors, pour les adultes qui sont là, c'est mon premier exercice avec les enfants. La semaine dernière, je donnais une conférence avec des préfets et puis des secrétaires d'État, donc j'ai pas trop l'habitude et j'essaye de transposer mon langage. Et bien, les éléments de langage, je vais essayer de réussir. Voilà. Et je pense que c'est en effet un exercice très très intéressant parce que c'est vraiment l'âge où, à mon avis, on commence à s'intéresser à ces sujets, et ces sujets de la nature. Alors, on va commencer. On m'entend bien là ou pas? Ah, c'est bien. On va commencer par un quiz. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est commun sur l'ensemble de ces photos? Est-ce qu'on les voit bien? Voilà. Donc, vous reconnaissez la première photo là, en bleu. C'est quoi? Voilà. Bon, déjà, c'est bon. Ah, c'est peut-être un peu plus compliqué quand on a peut-être 6 ou 7 ans. Est-ce que vous savez ce que c'est au milieu, là, les dessins? Ah, la première qui a levé la main. Alors, petite avec le pull kaki. Blonde, ouais, c'est toi. Voilà. Ouais. Eh, c'est un garçon? Désolée. Je vois pas très bien. Je suis un peu vieille, moi, alors je vois pas très bien. Eh ben voilà. Disons bravo. Alors, en fait, vous connaissez donc, pour certains, vous connaissez l'âge. Comment? J'ai pas entendu. Ah, excusez-moi. Ah d'accord, ok. Oui, en effet, si vous levez la main aussi, je pense que c'est compliqué pour moi. En fait, c'est Léonard de Vinci. Donc c'est un inventeur, c'est un peintre, c'est un architecte, c'est un poète, c'est un écrivain de la Renaissance et à peu près 15e siècle. Et en fait, 15e, 16e pour certains. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tableau très très connu. Vous avez déjà vu au musée du Louvre, je pense. Ouais, alors bah attends, j'enchaîne. Par exemple, toi, avec le petit foulard rose. Oui, dis-moi si tu sais. Ah, ah bah, si tu t'en rappelles pas, tu lèves pas la main. Alors, je vais vous aider. En fait, il a fait la Joconde. On prendra les autres mains levées tout à l'heure. Il a fait ouais, en effet, un tableau qui est assez connu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait des dessins en bas, vous voyez, avec des ailes. Et à côté, on a un inventeur qui est un des premiers inventeurs dans l'armée de l'air à inventer des avions avec des formes d'ailes comme ça. Ça vous fait penser à quoi? Toi? Voilà, une chauve-souris. Tu sais ce que c'est qu'une chauve-souris? Voilà. Alors, donc tout le monde a dit oui. J'espère que personne va me dire que c'est un oiseau, puisque la chauve-souris n'est pas un oiseau. La chauve-souris, c'est un mammifère volant. Donc un mammifère volant. Et en fait, les grandes ailes de la chauve-souris, en fait, on appelle ça, une espèce de membrane qu'on appelle le patagium, et c'est comme des grands doigts avec de la peau entre les doigts. Mais c'est un mammifère. Et bien en fait, ce qui est commun à l'ensemble de ces photos, c'est que l'ensemble de ces inventeurs, Gustave Eiffel, Léonard de Vinci ou Clément Ader, se sont inspirés d'animaux ou de végétaux. En l'occurrence, là, ils se sont inspirés d'animaux. Alors, le premier animal, et attention, je vais vous surprendre, le premier animal
qui a servi d'inspiration pour Gustave Eiffel, à votre avis, c'est qui? Toi, petit garçon. Bah, tu me regardes et c'est que tu lèves la main. Voilà. Voilà. Et ben en fait, non. Alors, je vais te répondre. L'être humain, sapiens sapiens, ça fait partie des primates qui font partie des animaux. Et donc, il s'est inspiré du corps humain. Et dans un corps humain en particulier, on a un grand os au niveau de la cuisse, là, qui s'appelle le fémur. Et c'est l'os le plus long dans tout notre corps. Et donc, c'est un os qui est très résistant, mais en même temps très très léger. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais pouvoir m'en servir comme modèle d'inspiration pour pouvoir construire la tour Eiffel. Un peu comme les os. Dans les os, si tu regardes un os, il y a plein de petits trous à l'intérieur. Et en fait, c'est dur parce que tu as vu que toi, on peut s'asseoir sur tes jambes et tes os, ils vont pas se casser. Et ben, il s'est dit, la tour Eiffel, il faut qu'elle soit solide parce qu'il faut qu'elle reçoive plein de monde. Et donc, il s'est inspiré de l'os. Et puis, Léonard de Vinci s'est inspiré de la chauve-souris pour faire ses modèles de machines volantes. Hein. C'était un des premiers à la Renaissance à faire des machines volantes. Et Clément Ader, donc au début du siècle précédent, qui a fait les premiers avions en s'inspirant de la chauve-souris. Donc là, on voit que on a l'os, un peu à côté de la forme de la tour Eiffel. On a aussi, Léonard de Vinci, il a regardé aussi d'autres animaux qui volent. Et il y a des animaux en dehors des mammifères qui volent. C'est quoi, par exemple, au milieu, là? Toi, par exemple, avec le pull rouge. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, on peut avoir des poissons qui volent, on peut avoir des oiseaux qui volent et on peut avoir des, des chauves-souris, donc des mammifères qui volent. Et on voit la petite roussette qui est à côté, qui est une chauve-souris, donc qui est un mammifère volant. Et puis là, on a bien sûr un oiseau en dessous qui vole. Alors, c'est quoi le biomimétisme? Oh là là, vous connaissez tous ce qu'est le biomimétisme? Est-ce que c'est un nouvel animal déjà? Est-ce que vous pensez que c'est un peu un animal qui n'existe pas? Un mélange entre un éléphant et un hérisson? Non. Non. Ah oui, non. Un mélange entre un corbeau et puis une libellule? Non. Alors, c'est quoi le biomimétisme? Alors, toi, avec le petit... T'as levé la main? Non, t'as pas levé la main. Alors, qui a levé la main? Bah tiens. Ah, c'était pour quelque chose avant. Alors, qui c'est? Toi, t'as déjà parlé. Alors, petite fille avec les lunettes. C'est? Voilà. C'est bien. Et alors, c'est pas complètement mimer le mot, mais c'est s'inspirer, mais tu as raison, parce que c'est biomimétisme. Mimer, c'est en fait mimétisme, on va dire mimer, c'est plus simple, et bio, c'est la vie. Donc tout, c'est en fait s'inspirer de tous les organismes vivants, animaux, végétaux, pour pouvoir faire des projets d'innovation. Et en fait, déjà, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du biomimétisme? Déjà, il y a des gens donc on va faire travailler ensemble dans une même salle plein de personnes différentes. C'est comme si on faisait travailler toutes les classes en même temps ici, qu'on faisait travailler vos papas et vos mamans en même temps, etc., pour pouvoir réfléchir ensemble à quelque chose. Déjà, il y a une première démarche, on va se balader dans la nature et on observe. Donc il y a des biologistes qui vont regarder les animaux et les végétaux, tu vois, première image. Ils vont regarder comment ça se passe.
comment se comportent les animaux, quelles sont les incroyables caractéristiques des végétaux, par exemple. Par exemple, il y a des végétaux qui sont toxiques, il y en a qui sont tout doux, qui sont glissants, sur lesquels l'eau n'accroche pas. Et puis ensuite, il y a des savants fous parfois, qui cherchent, comme celui au milieu. Et puis ensuite, il y a des ingénieurs. Il y a certains d'entre vous qui doivent avoir des papas et des mamans ingénieurs. Oui, voilà, exactement. Et bien des ingénieurs qui vont essayer de développer des projets, donc développer des avions, des voitures, en s'inspirant de ces animaux, de ces végétaux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un laboratoire immense d'ingéniosité qui est ce qu'on appelle le vivant. Et le vivant, il y a 3,8 milliards d'années de recherche et développement, donc de super idées innovantes dans la nature. Et donc, avec tout un tas de choses incroyables à découvrir et qu'on ne connaît pas encore partout. Alors, pourquoi ça sert à quoi faire le biomimétisme? À votre avis, ça sert à quoi de faire le biomimétisme? Toi? Alors, à découvrir, et ça c'est une très bonne réponse, ça sert à découvrir les choses. Déjà, ça sert à comprendre comment fonctionnent les animaux et les végétaux. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et après, ça va servir à quoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment qui pose des problèmes à la planète? Toi, avec le petit pull là. Il y a quoi? Alors, et oui, alors, elle est attrapée dans un sac plastique. Tu as raison, exactement. Il y en a pire, tu vois, l'autre à côté, bah, elle a essayé de grandir dans le sac plastique, hein, donc elle est toute déformée. Et alors, donc, toi avec le pull marron et noir. Et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe dans la nature aujourd'hui qui pose des problèmes à tout le monde? Avec le pull vert. Comment? Il y a de la pollution, c'est ce que tu as dit? Et ben voilà, il y a de la pollution. Et en effet, ici, alors il y a de la pollution dans l'air. J'ai pas mis de photo de pollution dans l'air, mais il y a de la pollution, par exemple, dans les eaux. Donc il y a plein d'animaux plein de végétaux qui disparaissent à cause de la pollution de plastique, tous nos objets. Donc il ne faut pas jeter les objets, par exemple, par terre. C'est important de les jeter dans une poubelle pour pas qu'ils finissent dans la mer, qu'ils finissent à l'intérieur des poissons, dans le ventre des poissons ou dans le ventre des mammifères marins. Hein, il y a des différences. Et après, qu'est-ce qu'on se trouve en effet avec des poissons, avec des morceaux de métaux, des morceaux de dents. Donc c'est pour ça que celui-là, c'est un dessin humoristique, il ressemble à une canette. Et puis il y a d'autres problèmes aussi. Vous avez la petite photo juste en bas de la tortue qui est prise dans du plastique. C'est quoi? On en a entendu parler beaucoup cet été, avec des lunettes, petit garçon a fait. Et ben voilà, il y a de la sécheresse, il y a du manque d'eau, il y a du stress hydrique, on appelle ça stress hydrique. Donc en fait, il y a un problème de pollution, il y a un problème donc, écologique global, et il y a un problème de perte de la biodiversité. Et pour revenir au petit garçon qui avait fait une très bonne réponse, c'est que le biomimétisme, ça sert à mieux comprendre tout ce qui se passe dans la nature avec les animaux et les végétaux pour mieux les protéger aussi. Alors, on va faire des deux petites devinettes maintenant encore sur les grands champions du vivant. À votre avis, alors là, attention, on va être très discipliné. Vous n'allez pas répondre tous en même temps. Je vais poser la question, je vais vous lire déjà les réponses, et ensuite, je vais vous dire qui est-ce qui pense que c'est la première réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. Alors, je lis déjà la question.
Quel est le record de vol du martinet noir sans s'arrêter? Le martinet est un tout petit oiseau. Je vais, voilà, écoutez. Alors, est-ce que la première réponse, c'est 2 jours? Est-ce que la deuxième réponse, c'est 10 mois, la réponse B? Est-ce que la troisième réponse, c'est 45 minutes, c'est la réponse C? Ou est-ce que c'est la réponse D qui est 5 mois? Alors, ceux qui pensent que c'est la réponse A, 2 jours, lèvent la main. Ensuite, vous rabaissez vos mains. Ceux qui pensent que c'est la réponse B, 10 mois, lèvent la main. Ceux qui pensent que... Vous pouvez baisser toutes les mains. Ceux qui pensent que c'est la réponse C, 45 minutes, lèvent la main. Ouh là là! Et ceux qui pensent que la réponse D, c'est 5 mois, lèvent la main. Eh ben, alors vous pouvez baisser les bras. Eh ben, ceux qui avaient le moins de lever la main, c'est ceux qui ont raison. En fait, la bonne réponse est la réponse B, 10 mois. La réponse B, 10 mois. Voilà. C'est un super champion. Le martinet, il est capable de voler sans s'arrêter 10 mois sur... Alors, il y en a certains scientifiques qui disent 8 mois. Donc, ça peut être entre 8 et 10 mois, sans s'arrêter, sur parfois 10 000 km. Et il va s'alimenter de plancton aérien. Il va prendre les gouttes de pluie pour s'abreuver. Et il va s'arrêter au sol, soit pour se reproduire, donc faire des bébés, soit pour mourir en fin de vie. Donc il est capable de voler. Et en fait, vous pensez qu'il a du kérosène, le martinet, pour voler autant de temps? Vous pensez qu'il met de l'essence dans ses petites ailes? Ben non, vous avez raison. Il a que du sucre, de l'eau, de la graisse dans son corps qui donne cette performance. Exactement, c'est de l'énergie. Et c'est grâce à ça qu'il est capable, il optimise son énergie et qu'il est capable de voler aussi longtemps. C'est aussi un champion du monde en termes de manœuvrabilité, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des vols en piqué de 200 km/h. Ça aussi, c'est important. Seul le faucon pèlerin est capable de le dépasser. Donc c'est aussi un super champion sur plein d'autres choses. Ensuite, qu'est-ce que... Alors pareil, on refait... Vous vous rappelez comment on a fait là la première fois? Voilà. Alors, là c'est pareil. Je vais vous dire donc qu'est-ce que c'est. Est-ce que réponse A, c'est un robot de détection de mines? Alors, est-ce que c'est un robot de détection de petites bombes? Est-ce que réponse B, c'est une nouvelle espèce de rongeur africain? Réponse C, est-ce que c'est un sac aspirateur? Réponse D, est-ce que c'est un ourson d'eau? Alors, réponse A, ceux qui pensent que c'est réponse A, lèvent la main. Réponse A, merci, un robot de détection de mines. Ceux qui pensent que c'est un robot de détection, vous baissez la main. Ceux qui pensent que c'est une nouvelle espèce de rongeur africain, lèvent la main. Ceux qui pensent que c'est un sac aspirateur, vous baissez la main. Ceux qui pensent que c'est un ourson d'eau,
Waouh, bah vous êtes bon, parce que c'est bien la dernière réponse qui est la bonne. Voilà. Eh ben, alors, je vais vous expliquer. En fait, je vais vous expliquer. Le mot ourson d'eau, c'est pas comme un ours ou un ourson. Et c'est pourquoi les scientifiques l'ont donné ce nom parce que il est tout dodu comme un ourson. En fait, c'est un tardigrade. C'est un tardigrade. C'est vraiment un micro-organisme, hein, ce qu'on appelle un arthropode. C'est la même famille que les araignées, mais il est tout petit, tout petit, tout petit, quelques micros. On l'en trouve partout, sur la Lune, au fond des mers, dans le jardin de votre école. On en trouve dans l'herbe, là, vous avez passé l'herbe avec des moutons, par exemple, on en trouve aussi. Et c'est ce qu'on appelle un animal extrémophile. Alors en fait, c'est un animal qui est capable de vivre dans des conditions extrêmes. Il est capable de résister à des températures très très fortes, où il fait hyper hyper froid, et des températures où il fait très 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 chaud. Vraiment vrai. Et il est capable de résister à des rayons X ultraviolets. Et il y a des chercheurs qui les ont envoyés dans la Lune pour s'inspirer de leur façon de fabriquer en fait une protéine qui leur permet de rester, alors en fait c'est pas réellement une protéine, hein, on va faire court, qui leur permet de rester dans un état de mort biologique pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont se dessécher, et puis un an après, si on met un petit peu d'eau sur l'arthropode, ils vont se gonfler et ils vont revivre après un an. Donc en fait, c'est des organismes qui sont tout petits, mais qui sont hyper puissants, et ils sont capables de faire des choses incroyables. Là, pareil, même procédé. Combien de fois le bousier taureau donc, porte-t-il son poids? Alors c'est plutôt pousse-t-il son poids au final. Est-ce que c'est réponse A 0,5 fois, réponse B 105,7 fois, réponse C 54 fois, ou réponse D 1141 fois? Pour ceux qui pensent que c'est 0,5 fois son poids, lève la main. Ah, baissez la main. Ceux qui pensent que c'est 105,7 fois leur poids, vous baissez la main. Ceux qui pensent que c'est 54 fois leur poids, il y en a beaucoup là. Vous baissez la main. Ceux qui pensent que c'est 1141 fois leur poids, vous baissez la main. Eh ben oui, les petits qui ont voté pour la réponse D, 1141 fois, ont raison. Voilà. Et alors, exactement, il est capable de pousser des boules. En fait, est-ce qu'il y a un adulte qui fait 70 kilos dans la salle? Voilà. Et ben, c'est comme si le monsieur avec le pull rouge au fond, il fait à peu près 70 kilos, c'est comme s'il portait et il poussait 80 tonnes. Donc il serait musclore. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui est commun à ces photos? À votre avis? Alors vous les regardez bien et je vais vous donner la réponse à la fin. S'il n'y a personne qui est capable de trouver, je vais vous dire, alors je vais prendre la main levée. Au début, pour ceux qui ne voient pas bien de loin,
c'est un avion. Voilà. Et la deuxième photo, c'est une sneaker, une basket. Donc, la petite en rouge, tu vas me répondre? Ouais. Comment? Alors, c'est pas commun. C'est pas commun aux deux. Si ça vole et ça marche, c'est deux choses différentes. Mais à ton avis, qu'est-ce qui est commun entre les deux? Alors, il en existe 4700 espèces dans le monde. À la petite fille avec les lunettes noires, voilà. Je t'entends pas. Ah oui, remarque, c'est marrant. Oui, mais c'est pas ça la réponse. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vrai que ça pourrait être. Non, je vais vous amener sur une réponse. C'est un animal qui est commun aux deux. Ouais. En fait, les inventeurs les constructeurs des avions, ils se sont inspirés d'un animal pour rendre l'avion très robuste, mais très léger en même temps pour qu'il consomme moins de kérosène. Et l'inventeur de ces sneakers, il s'est inspiré aussi de cet animal pour faire des baskets très légères et biodégradables. Alors, la petite fille avec le masque, j'entends pas. J'entends pas. Bon, comme j'entends pas la réponse de toute façon, eh ben attention ceux qui ont peur. Voilà. Alors, donc ça doit pas faire peur. Ça doit pas faire peur parce que les araignées, c'est des super animaux, c'est des super insectes incroyables. Les araignées, en fait, elles ont dans leur estomac une petite boue de soie. Elles vont sortir cette boue de soie pour tisser une toile. Et la toile d'araignée, vous avez remarqué, parfois il y a des petits insectes qui se prennent dans cette toile d'araignée. Et en fait, les insectes, ils ne peuvent pas s'en décoller. Donc la soie, elle est à la fois légère, elle est résistante parce que quand le petit insecte il tombe, il ne fait pas de trou dans la soie d'araignée, dans la toile. Elle est très très légère, elle est élastique parce qu'elle est capable de la soie de toucher une plante et de se raccorder à une autre plante. Et ben en fait, c'est un, c'est une soie, la soie d'araignée, c'est un matériau qui inspire beaucoup de chercheurs pour des facultés, des aptitudes à la fois de souplesse, de résistance et parfois aussi de système antibactérien, parce que la soie d'araignée, elle est antibactérienne. C'est comme ça vous évite, par exemple, vous évite de mettre des produits antiseptiques, ça, on fait des pansements avec de la soie d'araignée. Et ben en fait, il y a des chercheurs qui ont réussi à reproduire en laboratoire sans utiliser les araignées. Hein. Ils ne vont pas faire des fermes d'araignées, mais ils vont utiliser du sucre plus de l'eau plus des petites bactéries. Et ils vont mettre tout ça dans le chaudron magique de leur laboratoire. Et derrière, ça va faire des fils de soie biodégradables, donc qui n'auront pas d'impact sur l'environnement, donc qui ne généreront pas de pollution, et notamment qui font des robes. On peut en faire des robes, des bonnets, etc. Et ça, c'est une entreprise allemande. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur des araignées. C'est vraiment des grands champions.
Oui, il ne faut pas les tuer. C'est hyper important. Si vous voyez des araignées dans la vie, dans votre maison, c'est que votre maison, elle est saine. Ben non, il ne faut pas la tuer. Ben, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Je passe à la prochaine. Là, c'est pareil. Il y a... Oula, il y a une fronde. Chut, chut. Là, c'est pareil. Cette araignée, il y a un chercheur qui a pris des bactéries et en fait qui a réussi à faire un fil d'araignée, une soie d'araignée, et qui l'a mis dans des structures d'avion. Et comme ça, l'avion, on met moins de métal, il est plus léger, donc on va mettre moins de kérosène. Il y a quoi là? Il y a plus de... Ah, il y a plus de batterie, je crois. Il y a quelqu'un qui peut dire, ouais. Parce que je vois pas où est la batterie. Donc, ensuite, ça, si vous avez lu, il n'y a pas la... Voilà. Comme il y a tellement de fils, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Alors ça, normalement, ceux qui ont lu le petit programme, ils vont avoir la réponse. De quel animal s'est inspiré? Alors, il y a un groupe de cosmétiques, j'en fais pas obligatoirement la pub, que vous connaissez, une marque de parfum, par exemple, ou de crème de beauté, qui s'appelle L'Oréal. Et bien, L'Oréal, ils ont décidé de faire attention à la planète. Donc, ils ont travaillé avec des chercheurs, notamment des chercheurs d'équipes complémentaires qui sont le CELIOS, et ils se sont dit, demain, il n'y aura plus d'eau. Vous vous rappelez, cet été, il y avait, alors vous êtes tous de région parisienne peut-être, mais il y avait peut-être des petits copains ou des gens de votre famille qui habitent dans le sud de la France. On sait qu'il y avait eu des feux, mais on sait qu'il y a certaines villes en France, comme le Var, où il n'y avait plus d'eau dans le robinet. Donc les gens, ils ne pouvaient plus boire, ils ne pouvaient plus se laver. Et vous savez, un petit enfant comme toi, là, ou toi, combien vous utilisez de litres d'eau pour pouvoir vous laver? Alors, quelqu'un qui n'a pas répondu à la petite fille avec les lunettes. Comment? Ah, non. Bah, alors peut-être que oui, remarque, hein, il y en a qui sont peut-être très, très, très sobres, voilà. Mais c'est possible. Alors, en moyenne, dans la population globalement, un enfant pour se nettoyer, il peut prendre une douche, par exemple, il va utiliser 40 litres d'eau. C'est 40 poubelles, grandes poubelles de 40 litres, il n'y en a pas ici. Alors, c'est beaucoup hein, de l'eau. Et bientôt, dans plusieurs années, il y aura de moins en moins d'eau sur la planète. Et donc, il faut faire très attention à l'eau. Il ne faut pas la gaspiller. Parce qu'il y a aussi des phénomènes, ce qu'on appelle de sécheresse. Et donc, L'Oréal s'est dit, je vais faire un gant de toilette qui éviterait d'utiliser de l'eau ou très très peu d'eau pour se nettoyer. Et donc, ils se sont inspirés de qui? De quel animal ou de quel végétal, par exemple? Le petit garçon avec le vert. Comment? Ben non, ils se sont pas inspirés d'un mouton. Un, un animal ou un végétal. Alors non, toi, tu as déjà répondu. Je laisse les autres répondre. Qui est-ce qui n'a pas répondu? Toi, tu as déjà répondu. Le petit garçon avec le pull noir. Non. Oui, mais si tu as une vraie réponse avec le pull vert. Non. Qui est-ce qui a une vraie réponse déjà? La petite fille avec le pull gris. Non.
Mais on se rapproche d'un mammifère. C'est un mammifère. Non? Bon, ça. Alors, la petite fille avec le pull rose. Oui, toi. Ah bah non, mais si tu lèves la main et... Bon, alors je vais vous donner la réponse. Alors, eh ben en fait, ils se sont inspirés non pas du chat dans son ensemble, ils se sont inspirés de la langue de chat et plus spécifiquement des petits poils qu'il y a sur la langue de chat. Vous avez déjà fait lécher la langue de votre chat pour ceux qui ont un chat? Oui? Vous pouvez vous faire lécher parce que il n'y a pas de problème. Et ben en fait, les petits poils de la langue de chat, les petits poils de la langue de chat, c'est très rugueux la langue de chat. C'est plein de petits cônes, on va dire, pour simplifier, qui quand il passe sa langue sur son poil avec juste un petit peu de salive, donc un tout petit peu d'eau, il arrive à aspirer l'ensemble des saletés, l'ensemble des petits parasites et les évacuer. Donc, ce qui fait que son poil, il est toujours propre comme ça. Donc, pourquoi L'Oréal s'en inspire? Parce que justement, demain, il y aura peut-être très peu d'eau. Donc, ils ont réfléchi à un gant de toilette, qui n'est pas la forme du gant que je vous ai donné tout à l'heure, puisqu'il n'est pas encore sorti du laboratoire, mais ils sont en train de le breveter. Ça veut dire qu'ils vont commencer à l'imaginer avec les propriétés particulières de la langue du chat. Attention, attention, il ne faut pas mélanger ce que je dis. Hein. Ils ne vont pas utiliser de la langue de chat. Le biomimétisme, c'est je regarde, j'observe, je comprends, je reproduis en laboratoire, mais avec du sucre, du matériel, mais pas avec les animaux, ni avec les végétaux. Quel est l'animal ou le végétal qui a inspiré ce créateur, à votre avis? La petite fille avec le pull blanc. Comment? Alors, oui, mais c'est facile comme réponse, le poisson. Il faut que tu sois plus précise. Le petit garçon... Non, toi, tu as répondu déjà. Hop, derrière le petit... Qui est-ce qui n'a pas répondu, déjà? Tiens, la petite fille avec le en bleu marine. Alors non, la baleine, attention, ce n'est pas un poisson. La baleine est un mammifère marin. C'est un mammifère marin, la baleine. Donc, c'est... Dites tous ensemble un mot que je vais voir. Ouais, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, notamment le petit garçon en belge, c'est bien le requin. Et voilà. Voilà. C'est le requin. Pourquoi? Parce que le requin, le requin, il a une peau, il a une peau particulière avec, c'est tout lisse, mais en fait c'est plein de petites écailles qui sont toutes lisses, enchevêtrées les unes sur les autres, comme vous voyez là. Et en fait, ça fait glisser l'eau
Donc ça lui donne cette capacité aérodynamique très très forte pour attraper des poissons ou foncer sur d'autres poissons, se retourner d'un seul coup. Et puis aussi, donc c'est pour ça qu'ils se sont inspirés pour faire un maillot de bain avec non pas de la peau de requin, mais inspiré avec une matière qui ressemble à de la peau de requin. Attention, je dis toujours, ça ressemble à, hein, ça mime, comme le petit garçon, la petite fille le disait. On n'utilise pas de la peau de requin, mais ça, on essaye de reproduire de la peau de requin en laboratoire pour avoir les mêmes propriétés, les mêmes facultés, les mêmes aptitudes que le requin, pour aller très vite dans l'eau. C'est l'aérodynamisme. Et il y a aussi une chose qui est très très importante, il y a d'autres chercheurs qui s'inspirent de la peau de requin, par exemple, pour faire des surfaces antibactériennes. Parce que la peau de requin, comme les petites écailles là, elles empêchent les bactéries de s'agripper. Et donc, il n'y a jamais de mauvaises bactéries qui se collent aux écailles. Et donc, il y en a qui s'en inspirent pour mettre des petits tissus dans les hôpitaux qui éviteraient de mettre des produits nocifs pour enlever les bactéries. Il reste combien de temps? Bon, ouais. Ah, vous connaissez tous la coccinelle? Alors, c'est quoi sa particularité, la coccinelle? Bon, c'est important de maintenir les coccinelles en vie. Eh ben, la coccinelle, c'est comme un origami. Donc, ça fait quelques microgrammes. Et en fait, ces ailes, elles se déploient en 2 secondes sur des lignes de pliage, comme quand vous faites les petits jeux, là, les origamis, pour certains. Et ben, c'est pareil, il y a des ailes qui sont pré-pliées à l'intérieur. Voilà, les petites ailes, elles sont pré-pliées à l'intérieur des élytres qu'on voit qui sont les petites coques rouges avec les points noirs. Et ça se referme en une fraction de seconde. Et surtout aussi, il y a un point important, elle est capable de résister à des rafales, à des grosses gouttes d'eau. Et donc, ça inspire des gens pour faire, par exemple, des casques pour éviter des casques pour éviter de tomber en moto, par exemple, ou des choses comme ça. Ou des drones, pour ceux qui ont déjà vu des drones, pour faire des drones qui résistent notamment aux rafales, au vent, etc. Donc, vous voyez, il y a plein d'inventions qui peuvent tirer parti justement de cette ingéniosité de ces animaux et ces végétaux. Et on va finir par un petit quiz associé les éléments de 2 listes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous le pivert. Je vais vous lister la première liste et puis je vais vous lister la deuxième liste en rouge. La première liste, si vous ne savez pas tous ce que c'est, je vais vous dire ce que c'est. Le premier mot, c'est un pivert. Donc, un pivert, c'est un petit oiseau. Et il est réputé pour faire, on l'entend faire des trous dans le bois quand vous allez en forêt. Ça fait tac, 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 parce qu'il essaye de picorer les troncs pour sortir les petits insectes et les petites larves. Le deuxième animal, c'est le lézard cornu. C'est un lézard australien. Le troisième, c'est le pangolin. Vous avez tous entendu parler du pangolin, ce petit mammifère avec des écailles. Voilà. Le quatrième, c'est un moustique. Et le cinquième, c'est difficile à prononcer, c'est un petit animal de la race des salamandres qui vivent au Mexique, l'Axolotl. Alors, à votre avis, je vais vous lister la série de mots, et puis on va essayer de faire les correspondances. C'est peut-être un peu dur pour vous là. Le premier, c'est la seringue.
Le deuxième mot, c'est régénération. Le troisième mot, c'est casque. Le quatrième mot, c'est conservation d'humidité. Et le dernier mot, c'est protection des articulations. Je vais essayer de vous montrer. Le premier, c'est le premier en haut, c'est le lézard cornu. J'ai terminé. Voilà. L'autre, c'est le pangolin. Au milieu, c'est le petit salamandre mexicaine qui s'appelle l'axoloche. En bas, c'est le pivert. Et le dernier, c'est le moustique. Je n'ai pas pris des végétaux exprès, mais j'en avais avec des végétaux aussi. Alors, à votre avis, pivert, on l'associe à quoi? Seringue, régénération, casque, conservation d'humidité, protection des articulations. Alors, la petite fille avec le... Ouais, toi. Oui. Pivert, tu l'associes à quoi? Oui, eh ben, bravo. Bravo, parce que c'est, en effet, le pivert, il a sa langue et un muscle qui entoure l'ensemble de sa tête, ce qui fait que quand il tape avec son bec dans le tronc, il ne ressent pas les vibrations. C'est comme si on avait En fait, les vibrations sont équivalentes aux vibrations d'un marteau-piqueur dans la rue. Il a l'équivalent dans sa tête, mais en fait, il y a sa langue avec un muscle qui entoure toute sa tête et qui permet de protéger justement son crâne. Et donc, il y a des personnes qui inventent des casques avec ces propriétés-là. Ils n'utilisent pas du pivert, hein, attention. Lézard cornu, c'est quel mot qui est associé? Conservation d'humidité, protection des articulations, régénération ou seringue, puisqu'on a déjà dit casque. Toi? Eh bien, en fait, non, mais ça pourrait être, on ne sait pas. Et en fait, le lézard cornu, si je prends cette photo du lézard cornu, ça ne fonctionne plus. Bon, bah, tant pis. Le lézard cornu, il vit dans le désert. Donc pour boire, il a des petites capillarités sur sa carapace qui lui permettent de capter l'eau de la rosée et qui ensuite vont couler sur ses écailles et aller jusqu'à sa bouche. Ce qui fait qu'il est capable de résister à la sécheresse. On va finir là parce que je pense que c'est fini maintenant. Mais vous avez été bons. Donc, si vous avez 2-3 questions rapides, je peux les poser. De toute façon, c'est bloqué maintenant. Voilà. Voilà. Parce que là, déjà, vous commencez à être plus dissipé. Donc, je pense que le taux d'attention a diminué. Vous avez été bons parce que les adultes, ils sont pas très bons en général. Voilà. Ah ben, faut pas. Donc, voilà. Voilà. Allez, une autre question. Comment? Ah, mais l'axoloche, qui était le petit animal au milieu, mais ça fonctionne. Ah, c'est lui, ça y est. Voilà. Alors, celui du milieu, c'est la régénération. Il est capable, quand il a un membre coupé, de régénérer son membre. C'est ce petit animal au milieu. Il est en voie de disparition parce qu'il vit dans des zones polluées au Mexique, donc il n'y en a presque plus. Il n'y en a plus que certains qui sont conservés, notamment au musée de Hanovre. Et en fait, c'est vraiment un petit animal fantastique
Et c'était Régénération le mot. S'il y en a qui veulent en voir, on en a un à la Cité des Sciences, à l'étage, Voilà. dans l'exposition bio inspirée. Ah Pour bah, les papas et les mamans qui veulent Le revenir. moustique, c'était seringue. Le rostre du moustique, c'est pour inspirer des seringues qui font pas mal. Parce que quand vous vous faites piquer par une moustique, vous ne vous en rendez pas compte la plupart du temps, juste après. On va prendre la dernière question ici, s'il vous plaît. Mais la peau des requins, et bah, si quelque chose vous frôle, et bah, il le sent. Exactement. Et en fait, c'est souvent, pour la peau, c'est souvent le sens électrique qui existe pour beaucoup de poissons. Voilà, donc c'est un sujet un peu particulier, mais tu as raison. Merci beaucoup Christelle pour toutes ces informations. Merci beaucoup les enfants pour votre participation, motivation, présence, tenue, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup d'être venus.